Au Burkina, les autorités veulent poursuivre les ravisseurs de l'otage roumain au Niger et au Mali, les deux pays frontaliers du nord du Burkina où il a été kidnappé samedi. La réouverture de la frontière libérienne est accueillie avec joie par les commerçants. Les échanges commerciaux pourront reprendre entre le Libéria et ses pays voisins. Mahmoud Abbas, le président de la Palestine, a menacé dimanche de poursuivre Israël. Il exige que l'intégralité des taxes collectées pour le compte de l'autorité palestinienne soit reversée. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal. Nous le débutons avec quelques informations en bref. Un Néerlandais détenu au Mali par le groupe islamiste AQMI a été libéré lundi par des soldats des forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du pays. Le 25 novembre 2011, un groupe d'hommes armés avait fait irruption sur la terrasse d'un hôtel de Tombouctou, la ville historique du nord du Mali. Ils avaient menacé un groupe d'Occidentaux pour les forcer à les suivre. L'un d'eux, un Allemand, avait tenté de résister et avait été abattu, et un autre, également allemand, était parvenu à se cacher. Une autre information en bref, les autorités burkinabées veulent poursuivre les ravisseurs de l'otage roumain au Niger et au Mali, deux pays frontaliers du nord du Burkina Faso où il a été kidnappé samedi. D'après un responsable du ministère malien de la Défense, le droit de poursuite est reconnu entre le Mali et plusieurs de ses voisins dans le Niger et le Burkina. 5 hommes armés portant des turbans ont enlevé samedi un officier de sécurité roumain travaillant dans la mine de manganèse de Tambao, petite localité du nord du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a indiqué samedi que les malfrats ont pris la fuite en direction de la frontière Burkina-Niger, ce que le Niger a démenti selon le ministre burkinabé. Rendons-nous à présent au Bénin. Le torchon brûle à nouveau entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. À la faveur d'un point de presse de l'UNAMAB, entendez l'Union nationale des magistrats du Bénin. Les magistrats ont mis en cause les dernières nominations de magistrats prononcées par le Conseil des ministres du 27 mars de l'année en cours. À en croire le bureau exécutif de l'UNAMAB, les dites nominations violent les règles de transparence établies depuis fort longtemps et régissant les nominations de magistrats. Elle viserait ces nominations ni plus ni moins à régler des comptes à certains magistrats. Pour plus de précisions, je vous invite plutôt à suivre Mario Metonou, secrétaire administratif adjoint de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Le Conseil des ministres, en violation des règles de transparence, a, nuitamment, et sans révéler les noms des concernés, adopté 2 projets de décret dont le premier porte aux nominations de magistrats et de juristes de haut niveau en qualité de conseiller à la Cour suprême, et le second relatif à la nomination de magistrats dans les tribunaux, les cours d'appel et à la chancellerie. Malgré le caractère opaque de ces nominations, il est revenu au bureau exécutif de l'UNAMAB que les dites nominations visent non seulement à régler des comptes à certains collègues, mais violent les règles de préséance, en même temps qu'elles créent des vacances de postes stratégiquement orchestrées dans certaines juridictions. Pour éviter une paralysie de la maison de justice, le bureau exécutif de l'UNAMAB exige du gouvernement de surseoir à l'application des décrets de nomination en ce qui concerne les postes ci-après: président Scandi, procureur Poubet, Natitengu, Calavi et juge d'instruction à Plahoui. N'étant nullement ébranlé par ces nominations punitives, l'Union nationale des magistrats du Bénin reste déterminée à sonner contre vents et marées la mobilisation propre à conjurer ce mauvais sort planifié contre la justice et l'état de droit. Toujours en bref et en images, des rebelles de la région du Kordofan Sud au Soudan ont affirmé dimanche s'être emparés d'un camion transportant des urnes destinées aux élections générales prévues la semaine prochaine. Ils ont promis de perturber le vote dans cette zone touchée par une révolte armée.
Mais le porte-parole de l'armée dit n'avoir aucune information sur l'embuscade. Notons que les violences ont augmenté au cours du dernier mois dans le Kordofan Sud et dans la région voisine du Nil Bleu. Pour autant, le ministre soudanais de la Défense a déclaré vendredi que l'armée ne permettrait pas aux rebelles d'entraver les élections. Rappelons que Khartoum mobilise depuis 2011 des troupes pour contrer une révolte armée dans le Kordofan Sud et dans le Nil Bleu, où les rebelles armés s'estiment marginalisés par des autorités gouvernementales dominées par les Arabes. Un autre élément dans cette édition, la fermeture de la frontière libérienne avec ses pays voisins, la Sierra Leone et la Guinée, a gravement affecté le commerce transfrontalier des femmes libériennes qui en dépendaient pour leur subsistance. Avec la réouverture de la frontière, les femmes libériennes s'efforcent maintenant à reprendre leur commerce dans le but de soutenir leur famille. Grâce à l'amélioration de la situation, les frontières libériennes ont été rouvertes le 22 février, permettant à Bow Witerside de renouer avec sa circulation intense habituelle. Dans cette localité du nord-ouest du Libéria, hommes et marchandises circulent beaucoup avec le commerce transfrontalier. Ebola a affecté mon entreprise. Mes revenus ont même diminué. Parce que venir de Monrovia jusqu'à la frontière était très cher. Parce que lorsque nous venons, nous passons plus de temps au checkpoint et parfois ils ne peuvent même pas nous laisser passer. Donc c'était un peu difficile pour moi. Avec Foya et Ganta, des villes du nord qui justent la Guinée, Bow Witerside est un des 3 importants points d'accès terrestre au Libéria qui avait fermé ses frontières fin juillet et imposé un couvre-feu en août, entre autres mesures radicales pour tenter d'enrayer la propagation d'Ebola. Rappelons que depuis décembre 2013, l'épidémie a fait près de 10 500 morts sur plus de 25 000 cas recensés, essentiellement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, d'après un bilan de l'Organisation mondiale de la santé arrêté au 29 mars. Dans l'ensemble, le nombre de nouveaux cas est en baisse. Si la tendance est repartie à la hausse dans certaines zones en Guinée et en Sierra Leone, le Libéria semble sur la bonne voie pour contenir le virus, n'ayant enregistré en un peu plus de 5 semaines qu'un cas positif, une femme décédée le 27 mars dernier. La biographie de Mollah Omar, chef historique des talibans afghans, a été publiée ce week-end. Un geste surprise visant, selon des analystes, à contrer l'influence croissante de l'organisation État islamique au sein de la mouvance djihadiste locale. Les responsables afghans font état depuis quelques mois d'une progression de l'EI, alors que d'ex-commandants talibans, mécontents de leur direction actuelle, ont plaidé allégeance à cette organisation qui contrôle des pans entiers de l'Irak et de la Syrie. Le texte présente le Mollah Omar comme étant encore impliqué dans les activités djihadistes, une façon pour les insurgés de faire taire les rumeurs locales selon lesquelles leur commandant Bogne serait en fait décédé. Le président palestinien Mahmoud Abbas a menacé dimanche de saisir la Cour pénale internationale si Israël ne reverse pas l'intégralité des taxes qu'il collecte pour le compte de l'autorité palestinienne. Lors d'un discours à Ramallah, il en a également profité pour exprimer son soutien aux 18 000 réfugiés palestiniens, toujours pris au piège dans le sud de Damas. Reportage. Lors de la création, il y a plus de 20 ans, de l'autorité palestinienne, Israël s'est engagé à collecter en son nom les taxes et les droits de douane sur les marchandises destinées aux Palestiniens transitant sur son territoire. L'Israël, qui avait totalement gelé pendant 3 mois le versement de ces taxes pour protester contre l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale, a annoncé fin mars qu'il débloquerait les centaines de millions de dollars US à l'autorité palestinienne. Aussitôt, le gouvernement palestinien avait rétorqué qu'il refuserait tout versement qui ne serait pas effectué dans son intégralité. Nous ne prendrons pas l'argent jusqu'à ce qu'il nous soit rendu dans son intégralité. Soit on nous donne toute la somme, soit nous allons au tribunal. Aujourd'hui, cette somme représente près de 110 millions d'euros par mois, soit les 2/3 des recettes budgétaires propres de l'autorité palestinienne. Elle qui, depuis qu'Israël a suspendu début janvier, les versements peine à payer ses 180 000 fonctionnaires. Une attitude que Ramallah juge provocatrice. Malgré ces menaces, l'autorité palestinienne reste ouverte au dialogue pour une solution consensuelle et pacifique. Si Israël est prête à reculer et à cesser d'enfreindre tous les accords, et je doute qu'elle le soit,
Nous sommes prêts. Mais il est clair qu'elle n'est pas prête. La preuve, elle a commencé à nous punir en gelant notre argent. La Palestine est officiellement devenue membre de la CPI le 1er avril et la procureure Fatou Bensouda a décidé de se pencher sur le conflit israélo-palestinien. Mais aucune enquête formelle n'a été ouverte contre des dirigeants israéliens. Direction le Pakistan à présent, où des chrétiens ont célébré dimanche la fête de Pâques. C'était sous la protection des forces de sécurité. Une disposition nécessaire dans ce pays régulièrement ensanglanté par les violences communautaires et la guerre avec les talibans. C'est différent comme célébration par rapport à ce que nous vivions les précédentes années. Les gens étaient plus enthousiastes, plus légers et se réjouissaient de chaque événement. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même ambiance. C'est très triste. Nous sommes là pour offrir nos prières en toute simplicité. On est revenu à l'église avec le même enthousiasme et on va célébrer Pâques avec encore plus de joie. On est venu avec nos enfants. On ne veut surtout pas que les terroristes croient qu'on va baisser les bras ou même que les chrétiens ont peur. Le Paris Saint-Germain a repris dimanche les commandes du championnat de France en venant à bout de l'Olympique de Marseille lors de la 31e journée. Ce classico spectaculaire disputé dans une ambiance surchauffée aura tenu toutes ses promesses. Reportage. L'ovation pour le coach olympien Marcelo Bielsa a été superbe et la bronca pour Zlatan Ibrahimovic terrible. Classico magnifique pour cette clôture de la 31e journée de Ligue 1 française. Avec ses 65 148 occupants, record battu, le stade rénové a fait un bruit insensé, obligeant même l'arbitre à faire rejouer le coup d'envoi. La pression du Vélodrome n'a tout de même pas suffi à faire chanceler le PSG, entré tranquillement dans le match et qui s'est offert les 2 premières occasions. Mais les Parisiens ont tremblé et sont rentrés au vestiaire à la pause, menés 2-1. Mais à cette journée du but, ce sont bien eux qui sont devant, avec un point d'avance sur Lyon et désormais 5 sur l'OM. Victoire finale 3-2, le PSG reste en course dans les 3 compétitions nationales et la Ligue des Champions. Mais son calendrier reste infernal pendant que David Luiz et Thiago Motta sont sortis blessés. Ça a été un très beau match à suivre, certainement un très beau match à jouer pour les joueurs, avec des philosophies, dirons-nous, offensives de la part de Marseille et de la part de Paris, et puis avec une maîtrise technique à mon sens plus élevée du côté parisien. Même si on a commis une erreur qui nous a coûté très très cher en deuxième mi-temps, puisque le deuxième but c'est sur une erreur technique de notre part. Pour Marseille, en revanche, les rêves de titre semblent compromis. L'OM prend vraiment trop de buts et son bilan est catastrophique contre les gros du championnat, avec un seul nul face à Lyon pour 2 défaites contre Paris, une contre Monaco et une autre contre l'OL. Le match s'est déroulé comme je l'avais imaginé. C'est le jeu de l'adversaire qui a pris le dessus. Mais le dispositif que j'ai choisi pour affronter le Paris Saint-Germain a fait que nos joueurs n'étaient pas à l'aise. Mais Paris n'a ni le temps ni le droit de souffler. Une demi-finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, la finale de la Coupe de la Ligue contre Bastia et dans la foulée, le quart de finale aller de la Champions League face au FC Barcelone de Lionel Messi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.